Bonjour les amis, je vous emmène aujourd'hui du côté de la rue de l'Ourcq dans le 19e arrondissement. Cette longue artère relie la rue d'Aubervilliers à l'avenue Jean Jaurès en enjambant le canal du même nom et tout ça à 2 pas de la Villette. Ici, le prix du mètre carré est un petit peu moins cher qu'ailleurs, ce qui est plutôt rare dans la capitale. Conséquence directe, la population est jeune, ce qui a pour but d'apporter beaucoup de dynamisme et de créativité. Je vous invite donc à découvrir ce quartier tout de suite en musique et pourquoi pas en costume. Allez, on est parti les amis. Cette semaine, Yvan ira à la découverte d'un musée unique en son genre, peuplé d'instruments bizarroïdes. On va essayer de chercher des sons très rapides, très aigus, très graves. Il rencontrera Chris, un couturier hors norme, qui joue du ciseau en faveur d'une mode inclusive. Quand je crée, je pense aussi à d'autres publics. Frédéric Gersal nous ouvrira les portes de l'atelier où sont conçus et entretenus les engins de curage des égouts de Paris. On faisait la queue pour venir débarrasser tout ce qui descendait des maisons des Parisiennes et des Parisiens. Yvan embarquera ensuite sur la péniche café-librairie de Cyril Bruno, amarrée le long du canal de l'Ourcq. On est dans un arrondissement qui s'intéresse beaucoup au verre. Ouais. Mais pour commencer, Yvan retrouve Mireille Tambouret qui règne sur un dressing d'exception. Salut Mireille. Saint-Louis arrive. Je vous dis, je vais rencontrer la reine du costume. En pleine séance d'essayage. Oui, on est en train d'essayer avec Léonore un curé pour le tournage de l'Abbé Pierre. Et c'est combien de costumes en tout que tu En devras figuration, fournir? on en a plus de 300. Pour les rôles, on ne sait pas encore parce que ça se fait au fur et à mesure. Ta spécificité, c'est quoi? Moi, je vais du Moyen-Âge jusqu'en 1960. Ah oui, Je c'est laisse- large quand même. Oui, Ça fait c'est quoi? large. Ça fait 4 siècles, 5 siècles. Oui, c'est ça. Et on fait aussi bien du militaire que du civil. Et ça a commencé comment pour toi? Le vêtement, j'ai toujours aimé depuis que je suis toute petite. J'ai la chance d'être d'une génération où j'ai pu habiter des maisons où il y avait des greniers. Et j'allais dans les greniers de mes 2 grands-mères, dont une qui était modiste, donc qui avait des chapeaux, qui avait des vêtements anciens. Et comme j'avais pas mal de costumes chez moi, j'ai commencé à me former pour être chef d'entreprise, pour monter une petite boîte De location. de location de costumes. T'en avais combien de costumes à l'époque? J'en avais pour être contenu dans 70 mètres carrés. Et Ouais. maintenant, on a 3000 mètres carrés. Voilà, donc en 20 C'est ans, rempli on a... là. Là, c'est rempli, oui. Donc en 20 ans, il y en a En combien 20 ans, maintenant? Allez, tu sais Il y combien a 56 000 pièces. 56 000 Oui, pièces. à peu près, hors accessoires. Tu les connais toutes? Mais bien sûr, c'est moi qui les ai achetées. T'as tout acheté? J'ai tout acheté. On n'achète pas des choses pour collectionner. On achète des choses pour les louer. C'est-à-dire, ils vont avoir une autre vie. Ils vont continuer leur vie. Alors là, on arrive dans le rayon Moyen-Âge. À propos de faire époque, qu'est-ce que je peux faire moi avec ma couronne là? Comment je pourrais m'habiller? Ah, on va mettre une cape des rois maudits. C'est une très belle fabrication. Et pour nous qui sommes loueurs, les belles fabrications durent dans le temps et c'est important. Donc c'est de la très belle marchandise. C'est Là de on la a très un belle très beau, marchandise. très beau velours. Oui. Et bon, est-ce que ça me va? Les lunettes, j'imagine que ça va pas trop bien. C'est pas grave, on est là que pour... Et là, Voilà. on fait des essais en même temps. On fait des C'est essais, quand même comme de la font les maison. costumiers quand ils viennent, on essaye. Oh, ça va, non, ça va pas. C'est un peu tes bébés quand même, tous ces vêtements là. Non, c'est pas mes bébés. C'est une récolte. Et on fait partie des gens écologiques finalement, parce qu'au lieu qu'ils soient jetés, qu'ils soient brûlés, ben, on les a gardés. On les met au service du cinéma pour des nouvelles histoires. Allez, on part par là. Bonjour Eric. Toi, tu travailles pour quelle émission? Secret d'histoire. Ah, Secret d'Histoire, on connaît bien dans la maison France 3. Oui, François, oui, je crois. Ouais. Et donc tu cherches des costumes d'époque pour la partie reconstitution, c'est ça? Oui, pour tout ce qui est évocation, tout à fait. C'est une tenue de garçon, ça? Oui, c'est Mireille, une tenue de Cette garçon. chose-là, c'était une tenue d'homme. Voilà, c'est une jupe culotte. Ah oui, c'était très transgenre. Avec en dessous une vraie culotte. Ouais. Avec Mais ça, oui, on qui voit avait Louis un terme XIV danser particulier. comme ça à un moment. Les canons. Mhm. Ça par-dessus la jupe culotte, il y a une espèce de boléro
et la petite oie. Oui, la petite oie. Maintenant, Tu connais un peu la boutique? oui. Ouais. Puis j'adore le vestiaire, vraiment. C'est vraiment un lieu où moi je me sens très à l'aise parce que le fond est magnifique, déjà primo. On peut se confronter tout d'un coup, quand on va un petit peu plus loin là-bas, à des authentiques 1850. Ah oui, il y a du vrai. Il y a des vrais. Ah, bien Ça, sûr. c'est du faux. C'est du faux. Là, c'est du faux. Mais là-bas, il y a du vrai. Et on voit comment les vêtements étaient faits. Alors Yvan, je vais te montrer les authentiques dont on a parlé. On a des costumes d'époque au vestiaire à partir de 1840. Pourquoi là, c'est plus facile d'en trouver ou... Oui, il y en a encore. Il y en a encore. Bientôt, il n'y en aura plus, Ça, mais il y en a c'est encore. Ça, c'est une visite. C'est entre la veste et le manteau. C'est apparu en 1870-80. La grande mode, c'est 1870-80. Elles partaient avec ça, par-dessus leur tenue longue, bien sûr. Avec des fausses manches, apparemment. C'est des fausses manches, oui. Ce qui est dingue ici, c'est qu'on on est comme un enfant. Oui. On a envie de jouer avec tout Moi, ça. je suis la première. Ouais, Continuons à trouver des belles choses et à se bien comporter à se bien comporter avec ces belles choses. avec ces belles choses. Merci beaucoup, Mireille. À bientôt. Merci Au revoir. à toi. Au revoir. Yvan quitte Mireille et son armada de costumes pour rejoindre Cyril sur sa péniche aménagée en librairie botanique. Salut Cyril. Salut Yvan. C'est un véritable jardin flottant, cette péniche. Oui, c'est ça, ouais. Un petit peu de verdure sur l'eau. Ouais. Tu peux beaucoup, même. Ouais. Qu'est-ce qu'on a devant nous, là? Ça, c'est un papyrus, donc, tout le monde connaît. Donc, ça donnait du sens à le mettre dans l'entrée d'une librairie. Eh ben oui, effectivement, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme plante? C'est quoi, ça? Ça, c'est un shequacha, justement. Shequacha? C'est un petit agrume que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est censé faire des petits fruits entre la mandarine et le kumquat, qui se mangent comme ça. J'en ai essayé un, c'est un petit peu hard. Ah oui. Ça réveille, voilà. C'est important pour toi, les plantes? Ouais, c'est un moment de tranquillité. Quand on s'occupe des plantes, on oublie un peu tout le reste. C'est agréable. Ouais. Et puis, c'est un peu le thème de la librairie. Exactement, ouais. Qui est consacré à quoi, la librairie, à la exactement? botanique, à l'écologie, voilà, tout ce qui a trait aux plantes. Tout ça dans la cale d'une péniche. Exactement. Tu me montres? Ouais, avec plaisir. Allez, on y va. Comment tu es arrivé sur cette péniche? La première fois, complètement par hasard, je passais à côté avec un ami dont c'était l'anniversaire. Et on est rentré pour trouver un livre, voilà. Et quand j'ai vu qu'il y avait une annonce... C'était déjà une péniche librairie? C'était une librairie uniquement consacrée à la marine et au voyage. Du coup, quand j'ai vu l'annonce, j'ai sauté dessus. C'était à vendre? Voilà, mais depuis, c'est un gros plaisir, en fait. C'était pas ton métier du tout ça? L'idée de départ, c'était de changer de vie pour avoir quelque chose qui me donnait envie d'aller travailler tous les jours. Et là, c'est le cas. Tous les matins, je me réveille, j'ai envie d'aller bosser. Là, Cyril, on est plutôt dans la partie voyage, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. C'est le petit lien entre le voyage et la nature, tout ce qui permet de bouger vert. Voilà. C'est important. On voyage, mais on reste. Voilà, c'est ça. dans la Tous les nouveaux modes de voyage. Il y a des gens qui font des grands voyages en vélo, en train, à pied. Voilà. C'est toi qui fais la sélection des livres? Ouais. Donc tu es libraire en même temps. Exactement. On a la chance de commencer à avoir des gens qui viennent spécifiquement pour notre thématique de nature, écologie, et donc ils demandent des choses spécifiques, on écoute. La dernière fois, c'est quelqu'un qui voulait un livre sur l'éclairage des jardins. J'avais jamais pensé à ça. J'ai cherché, il y en a un, donc je vais le référencer, et puis j'en ai commandé un pour lui en même temps. Voilà, on évolue. On est dans un arrondissement qui s'intéresse beaucoup au vert. Ouais, voilà. Alors, librairie, bar et restauration aussi. C'est toi qui cuisines ou pas? Non, ça c'est Nounours qui prend possession de la cuisine. Et voilà, Le plat du le jour. curry de volaille. Sur le dessus, il y a un petit peu de poivre de Madagascar et de la ciboulette en topping. Très bon, le poivre de laisse Madagascar. déguster. Ça sent très bon. Et on a Merci, faim. Nounours. Merci. C'est très très bon. Moi, je vous invite vraiment à venir
Goûter la nourriture de nounours, c'est un des bons plans du quartier. Il y en a d'autres, hein. Il y a le choix ici. On peut déguster Il y en a plein de d'autres. choses. Mais ici, c'est très très bon. Merci à toi. Merci Yvan. Pas une minute à perdre. Frédéric au top de sa forme attend Yvan le long de la darse du Rouvray. Incroyable. Surtout, prends ton temps. Hein. Et tout ça en nœud papillon. Ah bah, s'il faut ce qu'il faut. Alors pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici? Ah, parce que c'est un nœud fluvial, un nœud maritime. Je ne sais même pas comment l'expliquer, mais en tout cas, toutes les eaux qui arrivent à Paris passent par ici, si j'ose dire, avec d'un côté le Le canal de Lourdes. canal de Lourdes. Et là, par là, ça va où? Alors là, c'est le canal de Saint-Denis. Oui. Et alors les deux canaux arrivent ici et vont partir ensemble vers Saint-Martin. vers Saint-Martin. Et Le la canal- Bastille. Le canal Saint-Martin, la Bastille et la Seine. Et là, nous avons un canal assez étonnant, c'est une darse. C'est quoi une darse? Alors une darse, c'est un petit bout de canal, vous voyez, et il est complètement fermé. Le mot vient d'un mot arabe, dar as-salah, Ouais. qui voulait dire maison de fabrication. C'est un lieu un petit peu à l'abri où on va installer les bateaux pour les retaper, pour les nettoyer, pour les fabriquer aussi. C'est joli, c'est bucolique. Bah, c'est sympathique. bucolique, mais en fait, si vous étiez venu il y a 200 ans, vous n'auriez pas pensé la même chose. Pourquoi c'était pas du tout comme ça? C'était un canal vide dans lequel les voitures à cheval faisaient la queue pour venir débarrasser toutes les boues, tous les immondices, tout ce qui descendait des maisons des Parisiennes et des Ah, Parisiens. c'était un dépotoir. Un quoi. dépotoir, absolument. Tout ça s'est arrêté avec la construction des égouts de Paris. Oui, ça s'est arrêté avec Haussmann, Napoléon III et Belgrand. Et c'est entretenu comment tout ça justement, ces égouts? Alors c'est entretenu grâce à du matériel qui est fabriqué dans une usine tout près. Et je voudrais Ah bon vous la faire visiter si vous voulez bien. Ah bah oui, parce grand qu'il y a plaisir. des outillages absolument extraordinaires. Savez-vous comment sont entretenus les égouts de Paris? Poussons avec eux les portes d'un atelier méconnu. Et voilà ce dont je vous parlais, le fameux bateau. Ah, c'est ça le bateau van. Vous voyez, c'est solide, c'est costaud parce que ça retient l'eau, il ne faut pas que ça soit ballotté. Et puis d'un seul coup, on ouvre une vanne qui va permettre le nettoyage. C'est pour, vous comprenez bien, par rapport au wagon, on est dans quelque chose de plus large. Donc, Alors rappelez-moi, comment les ça égouts. fonctionnait? Le bateau est posé sur l'eau, dans l'égout. Par sa largeur, par sa profondeur, il bloque complètement le passage de l'eau qui monte et qui va commencer à passer sur les trottoirs autour. Et puis d'un seul coup, on va lever une petite trappe qui va faire passer un fin courant d'eau, mais qui est suffisant pour pousser les sables et pousser et décrocher ce qu'il y a le long des parois. Et là, c'est pour les déchets les plus importants. Mais comment on le rentrait ce bateau? Comment on le rentre ce bateau dans les égouts? C'est toujours le même principe. Soit on le rentre par un sas qui était prévu pour quand c'est les plus larges, mais quand c'est vraiment très très large, on est obligé d'ouvrir la rue, d'ouvrir le boulevard. On ne peut pas faire autrement. Ah, on éventre la... Littéralement, on éventre la rue ou le boulevard généralement, parce que ce sont des bateaux très très larges pour les plus grandes canalisations. Et on fait ça régulièrement? C'est prévu pour que chaque morceau de canalisation des égouts de Paris soit nettoyé et curé Au moins une fois par an. une fois par an. Frédéric, qu'est-ce que c'est que cette grosse boule là? Un cochonnet géant. Je savais que ça vous intéresserait. Vous qui avez perdu la boule depuis longtemps, bah écoutez, c'est ce qu'on appelle une boule de curage en fait. En fait, c'est une boule que l'on plaçait à l'intérieur du conduit, enfin de l'égout, et ça partait, le collecteur l'emportait avec le courant et elle tournait dans tous les sens et du coup, en frappant les parois et le fond, ça décrochait les Ça sables nettoyait. et ça nettoyait. Ça On poussait. l'utilise plus, c'est fini C'est ça. fini. Je vous laisse avec votre cochonnet Oui. géant. Et puis moi, je vais descendre parce que je vais rejoindre mon petit chez moi par les égouts, moi. Ah bon? Ah oui, Ah, vous avez un petit chemin comme ça détourné? Bon, à plus tard. À plus tard. Merci. Amusez-vous bien dans les égouts. Ouh. Oh là, il y a quelques insectes. Bon, chez moi, c'est par là. En espérant que Frédéric refasse bientôt surface, Yvan, sans torche ni GPS, rejoint Chris, un styliste aussi talentueux qu'empathique. Salut Chris. Bonjour Yvan. Comment vas-tu? Ça va, très bien, super. C'est le moment du dessin. Oui, exactement. Très important chez un créateur. Ah oui, énormément. Tu travailles sur quoi? Là, je travaille sur une collection de vêtements pour personnes en situation de handicap et valides. Et c'est vrai que c'est difficile pour eux de s'habiller avec des vêtements, on va dire, normaux. Il faudrait que tu m'expliques comment tu as eu cette idée-là. Alors, j'ai fait des études de mode et un jour,
j'étais dans le métro, j'étais en train de dessiner, et il y a une jeune fille en situation de handicapé qui m'a interpellé et qui m'a dit « Ah, c'est beau ce que vous faites, mais on aimerait bien avoir des vêtements beaux, élégants, mais surtout fonctionnels, ergonomiques. » Et alors, c'est vrai que le handicap, je ne connaissais pas du tout le handicap. Oui, parce que quand tu dessinais dans le métro, c'était pour des personnes dites valides, quoi. Tout à fait, toutes valides. Et alors elle me dit ça, bon, j'ai dit bon, oui, pourquoi pas. Et c'est en rentrant chez moi, j'ai eu un déclic. Pourquoi pas mélanger la mode et le handicap? L'idée, c'était de les réunir, de comprendre en fait la problématique de ces personnes. Qui t'expliquent ce qu'ils veulent, Voilà, ce qu'ils veulent, voilà. ce qu'ils recherchent. Exactement. Et c'est suite à leur explication, à leurs mots, j'ai pu retranscrire leurs besoins. Tu me montres? Oui. Est-ce que ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant, Chris? Ah, maintenant, ça va faire plus de 12 ans à peu près. Ah oui, donc tu as déjà une belle collection. Oui, oui, oui. Alors, c'est une cape à cloche. Et l'avantage de cette cape, elle est ouverte légèrement sur le côté, avec un système de zip, et le bas, il s'enlève. Alors, c'est une cape qui s'enlève complètement. Et l'avantage, en fait, de cette cape, c'est que lorsqu'on est en fauteuil, ça couvre complètement les pieds, enfin les jambes. Quand tu es dehors, par exemple. Quand il pleut. Exactement. Tu es protégé. Et tu es protégé, et avec un lainage et du déperlant. Et ensuite, si, mettons, la personne, il fait beau, etc. Et voilà, ça reste au niveau de la taille. Et c'est aussi des personnes qui veulent faire du vélo, c'est aussi pratique pour eux. C'est ça qui est important chez toi, c'est que c'est pas uniquement pour les personnes handicapées. Non, c'est pas uniquement. C'est vrai que quand je crée, je pense aussi à d'autres publics. Tout est fabriqué ici? Tout est fabriqué ici. Nous avons un atelier qui est en bas. Là, dessous? Oui, au-dessus. Tu vas me montrer. Oui, exactement. Voilà, Yvan, l'atelier. Voilà, c'est l'atelier où je crée les collections, les patronages. Tu travailles sur quoi là? Ça, et là, je suis en train de travailler sur une cape. Voilà. Alors, la fameuse cape. Voilà, qui va être un peu différent parce que ça va être un côté asymétrie entre le dos et le devant. Et l'avantage de cette cape, je travaille d'une matière déperlant et ensuite je vais mélanger un espèce de lainage que tu vois dans le dos. Voilà, qui permet d'avoir plus de confort et un peu de chaleur. Voilà, tout à fait. Et alors tu travailles avec qui? Là, il y a Marthe qui est à côté de toi. Oui, Marthe, voilà, Salut, Marthe. qui est arrivée il y a quelques mois. Qu'est-ce que tu as autour du cou? Là, j'ai des médailles du meilleur apprenti de France. Et, voilà. Ah bah bravo! Merci. T'en as 2? Oui, dans la spécialité prête-à-porter. Il y a départementale et la régionale. Ouais, c'est... J'attends la nationale. Quand j'ai appris ça, j'ai dit... Allez hop, viens chez moi. Oui. Oui. Et qu'est-ce qui t'a intéressé? Qu'est-ce qui t'a sensibilisé là-dedans? Parce que c'est... En fait, je trouve que c'est humain, en fait, pouvoir penser aussi aux autres. Pas juste parce qu'en fait, ils ont l'handicap, du coup, ils ont besoin d'en parler avec certaines personnes, pouvoir aussi les accompagner dans les petits besoins, pouvoir les aider. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles sur quoi? Là, je suis en train de faire une écharpe. Une écharpe? Oui. Une écharpe serpent. Une écharpe serpent. Qu'est-ce que c'est qu'une écharpe serpent? Qui ça tourne autour du cou, on peut faire des gestes, on peut les régler en fonction comment on veut en fait. Et on mélange plusieurs matières, plusieurs matériaux. Bravo Chris, Merci bravo beaucoup. Marthe, et bravo pour tes médailles. Hein. Merci beaucoup. Tu peux être fier. Moi je vais continuer ma balade dans le quartier Très et on bien. se retrouve bientôt peut-être. Oui, pourquoi pas. Salut. Ouais, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. De fil en aiguille, Yvan se retrouve au musée de la musique. Avec Colline, il va découvrir des instruments rares et fort étonnants. Avis aux mélomanes, ouvrez grand vos oreilles. Salut Colline. Bonjour. Bienvenue au musée de la musique. C'est quoi ça? Ouais, ça doit te rappeler quelque chose quand même. Ah bah pas du tout. Rien?
Non. Rien du tout. Un violoncelle. Ouais, un violoncelle, Mais- une contrebasse. Mais pour un géant. Mais pour géant, exactement. C'est ce qu'on dit toujours aux petits-enfants qui viennent ici. C'est une octobasse. Une octobasse. Une octobasse. On est vers 1850, en plein romantisme. On va essayer de chercher des sons très rapides, très aigus, très graves. Ici, évidemment, on est dans les sons. C'est très très grave ça. Très très graves. Ça fait des basses très profondes. C'est un peu l'équivalent de l'orgue chez les Vents, par exemple. C'est une des pièces maîtresses de ce musée, C'est musée de la musique. la star du musée de la musique. Tu m'emmènes où maintenant? Alors maintenant, on va aller en musique du monde. Allez, je On te va suis. changer de continent. Moi, j'aurais très envie qu'on aille en Amérique du Sud. D'accord, j'adore les voyages en Amérique du Sud. Allons-y. Parce qu'il y a cet instrument qui est un de mes préférés, que tu vois ici. C'est un charango. Un charango. Un charango, qui est traditionnellement fabriqué dans un tatou. Il faut Ah là, on passer voit la ici. carapace du tatou. Il y a la carapace, les poils, les oreilles. Cet instrument vient des Andes, de Bolivie notamment. Dans cette tradition de prendre les matériaux qu'on a sous la main pour faire les instruments, on a pris le tatou pour faire le charango. Colline, vous avez un nombre incroyable de pianos et de clavecins. Hein. Alors oui, on en a pas mal et en tout, dans le musée, on a 1000 instruments qui sont exposés et pas loin de 10 000 qui sont en réserve. Et ça, c'est des instruments auxquels on n'a pas accès, mais qui sont assez exceptionnels aussi. Le plus vieil instrument de la collection, c'est lequel? Alors, le plus vieux qu'on a ici, c'est une petite flûte en os de vautour qui a 4500 ans. Mais en fait, par rapport à d'autres flûtes qu'on a trouvées, c'est rien, même si ça paraît impressionnant, parce qu'on a des flûtes qu'on a trouvées qui ont 35 000 ans. Qu'est-ce qu'on a précisément? Ce sont des clavecins, ça. Et ici, on a des clavecins, exactement, qu'on confond souvent avec les pianos, parce qu'ils ont un clavier, une caisse de résonance qui a la même forme, et des cordes, mais le système à l'intérieur n'est pas le même. Ils sont tous spectaculaires, mais alors celui-ci, c'est quelque chose. c'est une œuvre Celui-là d'art, est hein. particulier, c'est un clavecin d'un facteur qui s'appelle Couchet, qui faisait faire partie de la famille des Ruckers. C'est à peu près l'équivalent des Stradivarius, mais pour les clavecins. Nos fameux Stradivarius. On va aller voir ces Stradivarius. On va aller voir les Stradivarius. Ah, tu les reconnais? Ben, pas vraiment, parce que j'en ai jamais vu. en Mais même tu t'en temps. doutes. Je m'en doute. Tu t'en doutes. On Waouh, arrive waouh, waouh. devant nos Stradivarius. Alors pourquoi les violons de Stradivari ont cette telle réputation? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Alors, il y avait toute une école de lutherie à Crémone, en Italie, où il y avait les meilleurs luthiers d'Europe, dont Stradivari. C'est une facture exceptionnelle, particulière, Avec un son particulier ou pas? avec un son particulier. Après, reconnaître à l'oreille un Stradivari ou un Guarneri, bon courage. Bon courage. Ouais. Toi, tu n'y arrives pas. Moi, je n'y arrive pas. Il y a une petite fortune à l'intérieur, là. Il y a une petite fortune. Alors, on monte au-delà du million pour certains violons. Ce sont souvent des banques qui en sont propriétaires, qui vont les prêter à des musiciens. C'est Ok. souvent comme ça que ça se passe, parce que peu de gens ont l'argent pour s'offrir un Stradivarius. Et c'est pour ça que la vitrine est épaisse, là. Elle est bien blindée, Alors, là. Elle est Toutes costaud. nos vitrines sont costauds, mais celle-là particulièrement. Ça, c'est particulièrement. Il y a un autre trésor, c'est au rez-de-chaussée. Oui, C'est un quoi? trésor plus moderne, qui est plus récent, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps dans le musée. C'est le studio de Pierre-Henry. On va y aller tout de suite. Grand compositeur contemporain, Grand on peut dire. compositeur contemporain. Ce studio, c'est une nouveauté au Musée de la musique. Oui, c'est la nouveauté. Ah oui, là, c'est un tout autre univers. Oui, on arrive au XXe et même au XXIe siècle, ici, dans le studio de Pierre-Henry. C'est le père de l'électro. Il faisait de la musique qu'on appelle contemporaine, mais avec des techniques qui vont être reprises après par les musiciens électro, et c'est-à-dire avec notamment des bandes qu'il va pouvoir écouter sur les magnétophones et qui va pouvoir ensuite découper. C'était à l'ancienne, on était dans les années 50, hein, Oui. et il va coller pour fabriquer des pièces de musique concrètes. Il les transformait aussi ou pas? Il pouvait les transformer grâce à la table de mixage que tu vois ici, et c'est un peu ce que tu vas pouvoir faire
sur des modules qu'on a, on peut s'amuser à jouer à être Pierre-Henri dans C'est cette vrai salle. Et c'est assez amusant. Là, je suis dans les années 60, là. Hein. Ouais. C'est génial. Et la basse. Et la basse. Super. Et ta version est pas mal non plus. Merci. Merci beaucoup, Colline. Merci à toi. On va dire au revoir aux téléspectateurs ici, si tu veux bien. C'est la Très fin bien. de l'émission, la fin de cette balade autour de la rue de l'Ourcq. Je vous invite à voir ou revoir cette émission sur notre site internet francetv.fr. Vous pouvez aussi consulter tous les bons plans de cette balade autour du canal de l'Ourcq sur notre nouvelle application Paname la carte. C'est aussi consultable sur le site francetv.fr. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname. Et puis nous, on va continuer à déambuler dans ce musée incroyable. Absolument. Je te suis. Allez, on y va. Allez, on part par là. Parce que c'est par là. Hein. Non, c'est pas par là, c'est par là qu'il faut aller. Oh, ça change rien. Je vous appelle, je vous appelle. Charango, ça veut dire quoi précisément? Ah. Je sais pas. Yvan, au secours! Oh.